J-5 de la fête du 53e anniversaire de l'indépendance du Burkina, les préparatifs vont bon train. Dori, capitale de la célébration officielle, est parée pour le jour dit civisme et cohésion sociale fondamentaux d'un développement durable. Le thème se déporte dans les salles de classe pour mieux toucher les élèves. Une invite à cette frange de la population à apporter sa pierre à l'édifice commun. Le Faso, par le sport également, l'ont fait le 11 décembre. La ville de Dori a vu le lancement de la saison sportive de l'Union des sports scolaires et universitaires du Burkina Faso, UCBF, une cérémonie test avant la célébration de la fête de l'indépendance. Et puis, l'administration burkinabé épinglée sur le tableau de la corruption. Les limiers de l'autorité du contrôle d'État ont trouvé plus d'une chose qui cloche dans les procédures, telles les passations des marchés publics. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Tout de suite, direction Dori, capitale de la région du Sahel et capitale aussi de la célébration officielle de l'indépendance du Burkina Faso, le point des préparatifs à J-5 de l'événement. Où en est-on avec l'avancement des travaux et surtout avec la prise en compte de la thématique civisme et cohésion sociale fondamentaux d'un développement durable qui est l'interpellation donc de ce 53e anniversaire. C'est face à la presse donc que le comité national d'organisation fait le point et on prend le point de Godefroy Bazi. Dans sa déclaration liminaire, le président du comité national d'organisation, le ministre Jérôme Bougouma, a souligné l'importance du thème des festivités de Dori et invité tous les Burkinabés à agir pour l'intérêt général. Le thème, la 53e commémoration de notre accession à la souveraineté nationale et internationale, est donc une invite à agir pour que l'intérêt général l'emporte toujours sur les intérêts particuliers. Les grands axes du programme des festivités de la fête nationale 2013 s'articulent autour des inaugurations de routes revêtues et de bâtiments administratifs. L'idée de la célébration tournante étant également d'impulser le développement économique des régions de Burkina Faso en les dotant d'infrastructures socio-économiques. Nous avons donc un certain nombre de nombreuses constructions, soit sous l'impulsion de l'État, soit comme nous venons de le faire, de l'inaugurer, par le privé, le secteur privé notamment, et le secteur hôtelier. Le ministre de l'administration territoriale et de la sécurité a passé en revue les nombreuses réalisations qui connaissent un taux d'exécution satisfaisant. La grande parade militaire et civile du 11 décembre mobilisera plus de 5000 personnes. Des troupes togolaises et nigériennes donneront au défilé une note particulière. Les journalistes sont intéressés aux coûts financiers des festivités, aux questions sécuritaires avec la recrudescence du grand banditisme et à l'achèvement de la cité des forces vives. Les ministres présents ont tenté de dissiper les inquiétudes et lever les équivoques. Rendez-vous est donné à Dori, devenue la perle du désert, une métamorphose digne des contes des Mille et une nuits. Voilà donc pour le point sur Dori à J-5 de la fête nationale de l'indépendance, civisme et cohésion sociale fondamentaux d'un développement durable. C'est donc la thématique de cet anniversaire de l'indépendance du Burkina. Bien entendu, l'interpellation s'adresse à tous et la jeunesse n'est pas en marge. À cette frange de la population, les élèves en particulier, la commission thème a prévu des cours magistraux pour faire passer le message. À Seba, dans la province du Yaga, c'est des élèves tout ouïs qui ont accueilli le nouveau module. Précision avec Vincent Kenderbogo et Drissa Seri. À Seba, au lycée provincial et au collège privé Nouralanou, les professeurs et les élèves ont passé au pain fin le thème du 11 décembre. Ils l'ont développé dans tous ses aspects. L'objectif est de faire comprendre aux élèves les liens qui existent entre civisme et cohésion sociale d'une part et cohésion sociale et développement durable d'autre part. Des concepts dont la jeunesse de cette localité doit s'approprier. Durant ce cours, j'ai pu apprendre que la cohésion sociale et le civisme est trop bien pour devenir un citoyen de demain. Et demain, peut-être nous serons les futurs maîtres du monde. Le civisme, une affaire de tous, et les tout petits n'ont pas été oubliés. À l'école primaire B de Seba, les graines du savoir vivre ensemble ont été sémées à travers le même cours de morale, et ce dans une ambiance bon enfant.
Ces cours académiques ont été suivis de bout en bout par les autorités locales et les membres de la commission thème, tous satisfaits du déroulement des différentes séances. Pour en tout cas les prestations des différents enseignants dans les classes. Et je ne sais pas si c'est une particularité parce que c'est en présence, en tout cas les cours ont été bien préparés et j'ai vu que les enfants se sont appropriés en tout cas beaucoup de notions. Je trouve ça très intéressant parce que au niveau du forum qu'il y a eu à Seba, nous avions eu des notions sur le civisme et aujourd'hui encore c'est vraiment approfondi. À Seba, le message semble passer. Reste à cette jeunesse scolaire de l'appliquer, elle qui a fait la promesse d'être un modèle. Idem pour les élèves de toutes les régions du Burkina. Cette couche sociale jeune, la plus importante de notre population, ne doit pas rester en marge de l'appel à la construction d'une nation au fondement du civisme et de la cohésion sociale. L'ambition est de la commission thème du comité d'organisation de la 53e édition de l'anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Comment a été suivi le cours sur le thème par les élèves de Gorom Gorom dans la province Salane, tout aussi bien, nous rapporte Drissa Seré les précisions. D'une seule et même voix, les élèves de Gorom Gorom ont entonné l'hymne national, symbole de leur attachement à la mère patrie. Le cours d'éducation civique sur le thème de la célébration de la fête de l'indépendance est à la fois un rappel et un appel à adopter un comportement citoyen. Le patriotisme, dévouement à sa patrie, la cohésion sociale, les membres de la société soudés autour d'un même idéal, le développement durable, une croissance qui répond aux besoins des générations présentes et futures, les mots et les expressions ont été définis suivant une pédagogie classique. Leur fait comprendre eux-mêmes le sens fondamental des différents concepts de notre thème, c'est-à-dire le civisme qui n'est pas aujourd'hui un mot, mais qui est un comportement. À ce titre, il faut lui inculquer un certain nombre de valeurs, respecter le bien public, cultiver la paix, la loyauté, l'intégrité, la tolérance, l'acceptation mutuelle de l'autre et le respect des personnes âgées. Le dynamisme des échanges témoigne d'une prise de conscience qui produira à terme les effets escomptés. De manière unanime, les élèves l'ont clamé. Il faut qu'on regarde tous ensemble dans la même direction. Normalement, on doit changer parce qu'on voit même qu'en dehors du fait qu'on ne nous a pas satisfait, même, ça nous nuit à nous-mêmes. Par exemple, dans une ville où on doit casser les feux tricolores, je me dis, si on ne remédie pas à la solution de faire les choses et de remettre ces feux tricolores-là, à la longue, c'est des pertes de vie on aura, parce qu'il y aura à tout moment des accidents, des trucs comme ça. Pour montrer que je suis vraiment un bon citoyen, je vais plus faire des dégâts, surtout au niveau des biens publics. Je vais respecter les biens publics, je vais respecter les droits et faire mes devoirs. L'un des soucis majeurs aujourd'hui des acteurs, des partenaires et des autorités, c'est la préservation des édifices publics et des infrastructures routières. Le message a eu un écho favorable. Même si les résultats ne sont pas immédiats actuellement, eh bien, nous allons voir que ça va rester pendant longtemps des traces dans le subconscient des élèves eux-mêmes pour des délégations à nos générations futures. Par rapport à ce qui s'est passé ici, on est très satisfaits. Vous avez même vu les enfants, des petits-enfants de ces pays qui chantent l'hymne national. Franchement, c'était émouvant et impressionnant. En renouvelant ces séances, il est attendu de la jeunesse qu'elle adopte un comportement exemplaire, qu'elle soit disciplinée, qu'elle contribue de manière citoyenne au développement de ce pays. Voilà, autant dit donc que le message est passé. Et puis, vous l'avez vu, Dori s'est paré de ses plus beaux atouts pour le jour dit. Dans la capitale du Sahel, nombre d'infrastructures sont sorties de terre pour participer de la reconnaissance nationale à cet événement unique pour le Burkina Faso. De ces nouvelles acquisitions, l'on compte la salle polyvalente de la cité. Elle reflète le style architectural du Sahel. Sa réalisation a nécessité 8 mois de travaux et 1,5 milliard d'enveloppes financières. Aujourd'hui, c'est une œuvre prête à combler les attentes de la région en matière de spectacles et autres rassemblements qui s'offrent au regard. Sur la cérémonie officielle d'inauguration, le point de Oswald Gaëtan Segueda. 8 mois après la pose de la première pierre, la salle polyvalente de Dori accueille ses premiers spectateurs. Avec les 1000 places assises, la salle peut accueillir des spectacles, des banquets et des conférences.
Elle est érigée sur une superficie de 4 hectares et a coûté plus d'1,8 milliard de francs CFA. D'abord reconnaître vraiment que l'entreprise qui a fait ce boulot vraiment s'est donnée à fond, parce que pour l'une des rares fois avec la petite expérience que j'ai pu voir un tel joyau être bâti en moins de 7 mois. C'est une infrastructure qui va servir vraiment aux habitants du Sahel, les particulièrement ceux qui vivent à Dori. Mais aussi, désormais, nous savons que dans cette région de notre pays, nous avons une salle d'une telle capacité qui peut accueillir plusieurs événements. Pour une première, le spectacle était au rendez-vous. La cérémonie d'inauguration a permis de distinguer des personnes physiques et morales qui ont contribué à la réussite de certaines réalisations du 11 décembre. Voilà, pour un avant-goût, il y a des promesses en l'air et puis voilà donc c'est des infrastructures, des réalisations pour la bonne cause, la cause nationale surtout, mais même ce n'est pas suffisant pour soustraire ces actions au contrôle pour s'assurer de la bonne utilisation des fonds alloués. À ce niveau intervient le législatif dans son rôle de contrôle de l'action du gouvernement et pour ce faire, le président de l'Assemblée nationale en personne s'est déplacé à Dori avec sa délégation. Il s'agit de voir de visu ces réalisations et surtout s'assurer de leur conformité avec les attentes exprimées. Visite guidée d'une action de contrôle dans ce reportage de Ibrahim Sougrinoma Gigma et Anatole Nakoulma. Dori, on le sait, est depuis bientôt 1 an un vaste chantier à ciel ouvert dans le cadre de la célébration tournante du 11 décembre. L'État burkinabé en est le maître d'ouvrage et l'Assemblée nationale, dans sa mission constitutionnelle de contrôle de l'action gouvernementale, vient donc voir ce qui s'y passe. Je voudrais donc saluer l'action du gouvernement et également saluer les forces vives de la région qui ont contribué à cet élan formidable. Et l'organisation de la fête nationale dans les chefs-lieux de région répond à cette grande vision de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, pour le désenclavement des chefs-lieux de région, des communes, et aussi pour la modernisation de nos différentes villes. La cité des forces vives, la salle polyvalente de 1000 places assises, le site d'activité sur les berges du barrage de Yakuta, encore appelé plage de Dori, puis l'aérodrome fraîchement réalisé, autant d'infrastructures présentées aux élus nationaux par le maire de Dori. Voilà, sur les pas du président de l'Assemblée nationale, nos équipes de reportage aussi sont passées, pas pour une mission de contrôle, mais juste pour le plaisir de voir Dori étape par étape. C'est donc le magazine que nous vous proposons avec Marguerite Douanu. C'est Bento qui fait mes lancements. Parce que c'est lui qui fait mes lancements. C'est toi qui l'enlèves. La route est longue, donc il faut bien nettoyer les appareils avant de partir. Amen. De belles images. Le 11 décembre, c'est dans une semaine. La télévision nationale se déploie à Dori pour vous faire vivre l'événement. Tout comme notre équipe qui s'affaire pour ce rendez-vous, des 4 coins du Burkina, l'on se prépare à rallier la capitale du Sahel pour la célébration de la fête nationale.
Et la route qui conduit à la capitale du Sahel est riche en diversité. En route pour Dori, nous aurons l'occasion d'apprécier ce riche potentiel sur cet axe à travers l'histoire, la religion, l'élevage, l'agriculture ou encore l'orpaillage. La capitale où nous nous remémorons tout d'abord la date historique du 11 décembre. Nous passerons par le plateau central, ensuite par le centre nord pour arriver au Sahel en route pour Dori. Et si vous êtes prêts, suivez-nous. C'est ici que Maurice Yameogo a proclamé l'indépendance de la Haute-Volta le 5 août 1960. C'est cette date que nous commémorons le 11 décembre, la fierté d'un pays indépendant, l'amour de ce pays riche de sa culture, de ses valeurs, la prise de conscience collective de notre responsabilité face aux défis de développement. Revisitons donc l'histoire du Burkina Faso à travers des lieux chargés de symboles, des souvenirs, des places, des bâtiments, de l'histoire de notre pays. Dans ce voyage du Burkina Faso à la Haute-Volta ou de la Haute-Volta au Burkina Faso, Adjima David Tombiano a choisi l'un des témoins clés de l'histoire de notre pays. Le fondateur et directeur de publication de l'Observateur Palga, Edouard Ouedraogo. Suivons Adjima David Tombiano donc. Edouard Ouedraogo a vu Ouagadougou grandir, passant des maisons en banco aux édifices modernes actuels. Chaque rue évoque des souvenirs, des événements, mais surtout un pan d'histoire de ce pays souvent insoupçonné. L'actuel siège de Ecobank est construit sur le site des anciens bureaux du Cercle, là où travaillait le commandant de Cercle. C'était le cercle de Ouagadougou. Et jusqu'à l'indépendance, c'était évidemment une bâtisse en banco. Et vous savez, le Moro Naba habite un peu plus loin. Et tous les vendredis, au temps colonial, le Moro Naba, accompagné de tous ses ministres, venait dire bonjour au commandant de cercle. Autant dire qu'il venait faire allégeance. Et quand il s'en retournait à son palais, il s'arrêtait à mi-chemin, quelque part, là où se trouve actuellement la station Total, sur l'avenue Bassawarga, pour se reposer. C'est pour ça que ce lieu-là s'est appelé Rimvousé. Le marché central Rodouoko était à côté. L'actuelle place de la Nation qui a été appelée ensuite place d'Armes, place de la Révolution, et aujourd'hui place de la Nation. C'était le premier marché, le premier Rodouoko de Ouagadougou. Beaucoup de choses ont changé dans la physionomie de la capitale. La présidence s'est déplacée à Kossiam, laissant la place au premier ministère. L'ancien palais de la présidence serait destiné au Sénat. C'est de là que le président Maurice Yameogo a proclamé l'indépendance de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso. Et M. Edouard Ouedraogo était présent ce jour-là. C'est du balcon du palais de la présidence que l'indépendance a été proclamée dans la nuit du 5 août. Nous avions le sentiment que quelque chose changeait dans la mesure où déjà nous avions les attributs de la souveraineté. On avait un drapeau, on avait un hymne, on avait une devise. Et nos aînés, c'est-à-dire nos grands frères, qui étaient des fonctionnaires coloniaux, nous ont appris à prendre conscience de ce que nous étions devenus vraiment nous-mêmes. Parce que ces gens-là, quand ils étaient dans les bars ou dans les lieux publics, et qu'à la fin des émissions de Radio Haute-Volta retentissait l'hymne national, tous se mettaient debout. Donc petit à petit, nous nous sommes dit, ah, il y a quelque chose vraiment qui se passe. Autre grande place de Ouagadougou, la Maison du Peuple. Lieu par excellence des congrès, d'assemblées générales, la grande scène qui continue d'accueillir des célébrités du moment et de grandes rencontres politiques. Une très belle réalisation. D'ailleurs, quand vous regardez encore aujourd'hui, il fallait le faire. Il faut en tout cas rendre hommage à Maurice Yameogo parce que, comme j'aime à le dire, c'est quelqu'un il aimait le beau. Et il est, en tout cas, de ce point de vue-là, il avait du panache, il avait bien vu.
même si évidemment ça s'appelait la maison du parti. Et je me rappelle qu'en 1968, Rochero, qui vient de décéder, est venu se produire à la maison du peuple ici, grâce à l'entregent d'un jeune de notre promotion, mais qui hélas n'est plus là, qui s'appelait Balima Draman. Mais avant l'érection de ce palais de la culture et des congrès, ce site abritait la maternité de Ouagadougou. C'est ici que notre grand témoin a vu le jour. Toute cette zone-là, c'était l'hôpital de Ouagadougou, qu'on appelait l'ambulance de Ouagadougou. Et si mes souvenirs sont exacts, la maison du peuple a été bâtie sur les ruines de l'ancienne maternité, qui était totalement en banco. C'était, vu par mes yeux d'adolescents ou d'enfants, c'était en tout cas une bâtisse imposante, mais elle était en banco. Et prémonitoirement, moi je suis né là, le 12 octobre 1941. Je peux dire que je suis sur les lieux même de ma naissance. En face de la maison du peuple se dressait le siège social de l'ancêtre actuel de la Sonabel, ancienne Voltelec. Le tout premier site qui a géré l'eau et l'électricité à Ouagadougou était là et s'appelait Énergie AOF, sous une forme assez caractéristique que beaucoup de gens ont connue, qui s'appelait Énergie AOF. La place de la Nation a retrouvé son premier nom après avoir changé plusieurs fois de dénomination au gré des vicissitudes de l'histoire politique du Burkina. Elle a été rebaptisée Place de la Révolution, place du 3 janvier, qui rappelle le jour de la chute de Maurice Yamego sous la pression du mouvement des travailleurs. Là encore, notre témoin était présent lorsque le peuple a appelé l'armée au pouvoir. En 1966, j'étais jeune étudiant de l'université de Ouagadougou. Nous sommes en toute innocence. Est-ce qu'on savait exactement ce qui se passait? Toujours est-il que nous étions nous aussi mobilisés. On était à la place de la Nation. On est parti de là et puis on est remonté vers la présidence. On est allé jusqu'à la radio. On a contourné. Et puis après, vers 16h, on est revenu ici. Quand la Mizana est venue dire aux syndicalistes que le président était d'accord pour laisser tomber l'abattement de 20%, mais qu'en ce qui concerne les allocations familiales, il ne pouvait pas revenir en arrière. De toute façon, les gens étaient déjà chauffés à blanc. Ils ont dit non, même s'il laisse tout tomber, on ne veut pas, on n'en veut plus, on veut sa démission. Et j'étais là aussi à cette époque-là. Le général Sangoulé Lamizana, en prenant les rênes du pouvoir, n'a pas quitté sa résidence de chef d'état-major de l'armée voltaïque. La simplicité et la modestie de l'homme d'État frappent encore M. Ouedraogo. Même président, on lui a demandé à un moment donné de rejoindre le palais de la présidence, mais l'homme était d'une modestie légendaire et il n'a jamais, en 14 ans de pouvoir, il s'est toujours contenté de son logement de chef d'état-major des forces armées voltaïques. Vous savez qu'à l'époque, les problèmes sécuritaires n'étaient pas aussi corsés qu'aujourd'hui. Même à son lieu de travail, on montait, on redescendait comme on voulait. Un seul édifice a gardé sa physionomie d'antan, le siège actuel de la grande chancellerie des ordres burkinabés. C'était le siège du pacte de défense de l'Union africaine et malgache qui avait pour secrétaire général Salfo Albert Balima, auteur de Légendes et histoires des peuples du Burkina Faso. En 1963, je crois que ça doit être en février 1963, il y a eu une grande réunion de tous les pays de l'UAM à Ouagadougou. C'est ça d'ailleurs qui a relancé, qui a en fait boosté le début, l'urbanisation de la ville, les bitumages, etc., la modernisation. Et ce bâtiment a été construit pour abriter un organisme qui a été créé à Ouagadougou et qui était chargé de connaître des problèmes de défense. Bien d'autres endroits sont chargés d'histoire, mais nous nous arrêtons là aujourd'hui en espérant les visiter avec vous très prochainement. Canon de 65 mm de montagne numéro 923 ABS 1918. Ce sont donc ces canons que nos vaillants combattants ont utilisés lors de la guerre de 1914 à 1918.
L'histoire du Burkina Faso reste liée à celle de la colonisation, donc à la France, puissance colonisatrice. Les troupes africaines sont celles-là qui ont aidé la France à la libération. Et aux indépendances, les Africains ont regagné leur pays avec le statut d'anciens combattants. Et lors des fêtes de l'indépendance, ils aiment à se rappeler ce passé de combattants et à servir la nation. Voici donc le sergent-chef Zongo, sergent-chef dans l'armée française, puis capitaine CRS à sa reconversion, qui nous relate ici cette vie d'ancien combattant, aussi loin qu'ils se souviennent. C'est avec Oswald Gaëtan Segueda. Joseph R. Zongo, classe 57. Il est un des derniers libérés de l'armée coloniale française en décembre 1964. La guerre d'Algérie, il l'a connue et des souvenirs demeurent en lui. Dans le bloc où nous étions, on était attaqué une nuit. Mais Dieu merci, comme le bloc savait, il était de 60 et quelque chose en béton. Ils n'ont pas pu nous déloger, mais nous avons réussi à les faire partir. Et on a demandé l'artillerie qui était à 10 km de nous. Et ils ont envoyé les obus là dans les 4 coins. Et le matin, quand on est parti, on a ramassé quelques-uns quand même. On a eu l'armement, on a eu des cadavres. Et puis, là, c'était vraiment chaud. C'était d'ailleurs la première fois que je voyais un cadavre. À la proclamation de l'indépendance, le 5 août 1960, le sergent-chef Zongo était absent du pays, mais il a jubilé tout autant que les voltaïques présents sur place. J'étais à Marnia et c'était le général Foucault qui commandait la 12e division et puis le capitaine Diallo Bokar du Mali qui était mon commandant de compagnie. Même eux, ils se sont associés à nous pour fêter l'indépendance là. 9 mois après l'armée française, il intègre la compagnie républicaine de sécurité, CRS. Commence ainsi une vie d'ancien combattant, avec quelques regrets au passage. Ce que nous regrettons un peu, on voudrait que l'armée, que la France là, s'occupe sérieusement de nous. On a combattu pour lui. Maintenant qu'on a pris la retraite là, les avantages que nos camarades ont en France là, nous on n'en a pas ça. On aurait souhaité qu'une voiture sur le même pied d'égalité que les Français. Ils peuvent malgré tout compter sur la délégation aux anciens combattants qui joue en quelque sorte le rôle de syndicat. Sa mission principale, c'est la défense des intérêts matériels et moraux des anciens combattants et anciens militaires. Nous servons donc de relais entre ces anciens combattants et le consulat de France ou la pairie de France qui s'occupe de tous ces aspects de pension. Pour Zongo, le 11 décembre n'est rien d'autre qu'une fierté et une opportunité pour le pays. Le 11 décembre là, nous pouvons le comparer au 14 juillet où on fête, on boit, on danse. Et par la suite encore le 11 décembre, il y a beaucoup de choses qui se réalisent même dans notre pays ici. Ancien combattant, capitaine CRS à la retraite, il se souvient douloureusement de la crise militaire de 2011. On l'a revécu avec tristesse. Parce que c'est la première fois que nous voyons une armée qui se rebelle comme ça. Ils n'ont épargné personne, civils, leurs camarades de service même. Ils ont fait du mal. Donc ça là, nous ne souhaitons pas encore revoir cette situation-là au Burkina Faso. Malgré tout, l'avenir doit s'envisager sereinement et pourquoi pas en chanson. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. En route pour Dori, on s'arrête là pour aujourd'hui. Mais la route qui va jusqu'à Dori est très longue et nous aurons de belles choses à voir encore. Restez avec nous pour de nouvelles aventures demain en route pour Dori. Voilà, notre équipe de reporters qui progresse donc vers Dori, la capitale officielle de la célébration du 11 décembre prochain. Pas comme l'équipe de l'UCBF qui y est déjà par le sport. Donc, l'on fête le 11 décembre. La ville de Dori a vu le lancement de la saison sportive de l'Union des sports scolaires et universitaires du Burkina Faso, UCBF. Une cérémonie test avant la célébration de la fête de l'indépendance. Un reportage de Victorien Marienne.
Animation particulière mardi dernier sur le terrain provincial de Dori. En effet, les sportifs scolaires et universitaires des 13 régions ont encore pris l'engagement de bien meubler la saison sportive 2013-2014 de l'UCBF. Sous la présidence des ministres en charge des sports et des différents ordres d'enseignement et sous la houlette du président d'honneur de l'UCBF et bien d'autres personnalités, la grande famille de la relève des sports ainsi réunie entend maintenir le cap de la nouvelle vision de la relève sportive voici 7 ans. 2007 que l'UCBF a repris avec le soutien du président d'honneur, M. François Comporé. Et aujourd'hui, vous constatez que la relève pour nous dans la politique nationale des sports est plus que nécessaire. Surtout que vous voyez aujourd'hui avec la performance de nos champions étalons, et ça nous interpelle de faire en sorte qu'au niveau des scolaires, des universités, que nous puissions avoir des jeunes talents. Et pour avoir des performances au niveau national, il va falloir commencer dès la base. Et je pense qu'aujourd'hui c'est une réalité. Et je suis vraiment d'autant plus satisfait que c'est encore Dori. Comme vous le savez, ce n'est pas la pépinière du sport comme Bobo, mais aujourd'hui Dori montre encore que nous pouvons vraiment compter sur ces jeunes-là. Et Dori Label, dit la capitale du Burkina, le temps d'une commémoration, a mis les petits plats dans les grands pour réussir cette grande première dans le Sahel, dans la relance des Jeux de l'UCBF. C'est très encourageant de voir tant de jeunes talents. C'est comme il le dit, la relève, c'est ça aussi. Et si les autres coins qui ont beaucoup plus d'histoire, beaucoup plus d'expérience s'y mettent également, moi je suis sûr et certain qu'on aura une très bonne perspective. Pour nous, c'est une porte d'entrée du Sahel dans le système sportif qui offre beaucoup d'opportunités. Nous disons que la lutte continue. Il faut quand même qu'on arrive à pousser. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'on peut compter avoir de très bons résultats à très courte échelle. Le match d'avant-goût en football de la nouvelle saison de l'UCBF a mis aux prises 2 équipes locales, le lycée municipal à maillot rouge contre celui provincial en bleu. Après une première partie de jeu équilibré, les 2 équipes ont élevé le niveau du jeu en deuxième partie à la grande joie des spectateurs officiels. Pour un match de rentrée, les municipaux et les provinciaux de Dori ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Au but d'Ama Diallo du lycée municipal, intervenu en début de deuxième période, Ahmed Cabré du provincial, lui, rate l'occasion de mettre les pendules à l'heure. Score final 1-0 pour les rouges du municipal. Somme toute, la saison 2013-2014 à l'UCBF est un autre défi à relever vaille que vaille. Depuis 2007, je n'ai pas du tout raté, je dirais, une seule rencontre, que ce soit au niveau de la relance par le chef-lieu de la région qui abrite donc la relance, ou que ce soit les finales. Je me suis battu pour accompagner ces jeunes-là. Et tout simplement parce que j'y crois. Et je crois que vous allez constater qu'au niveau du Burkina, c'est vrai, c'est un pays qui n'a pas beaucoup de ressources, mais au niveau sportif, on parle quand même bien du pays. Et tout simplement parce que les jeunes acceptent de mouiller le maillot. Et pas seulement au niveau du football, mais également dans d'autres disciplines telles que le cyclisme, la boxe et même les sports de main. Voilà pourquoi ma conviction, elle est de plus en plus grande, et je profite cette année pour la relance pour dire merci à la population donc du Sahel, et également merci au maire qui nous a vraiment réservé un accueil chaleureux. Moi, je pense que ce départ pourrait booster le sport au niveau du Sahel d'une manière générale. Pour un match de gala, les acteurs ont reçu de fortes récompenses des organisateurs et officiels. Ainsi donc, le lycée provincial vaincu reçoit 425 000 francs CFA, la coupe et la somme de 450 000 francs à l'équipe victorieuse, le lycée municipal de Dori. Bref, à vos chronos donc, UCBF 2013-2014, top, c'est parti.
Voilà, et c'est le lancement de la saison sportive de l'UCBF pour refermer le grand dossier sur la fête nationale de l'indépendance qui va donc se tenir à Dori. Et puis, autre point de l'actualité, le président du Faso participe demain à Paris au sommet de l'Élysée sur la sécurité et la paix en Afrique. Le sommet va réunir de nombreux chefs d'État africains et dirigeants du monde. Le Burkina Faso devra apporter sa contribution, sa vision sur cette question sensible avec l'expérience de notre président donc en matière de médiation en Afrique. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux à Paris, Alidou Badini et Adjima David Tombiano. Le président Compaoré est arrivé à Paris ce jeudi 5 décembre pour prendre part au sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité en Afrique. Un sommet initié par le président François Hollande qui va réunir une cinquantaine de dirigeants du monde, les premiers responsables des institutions européennes et onusiennes et des organisations régionales. Les questions de paix et de partenariat sont des questions aujourd'hui importantes. La paix, parce qu'on sait qu'aujourd'hui l'Afrique traverse une zone de turbulence avec ce que vous connaissez dans la zone du Sahel. Et la France en Afrique a toujours joué un rôle important. C'est pourquoi, au cours de ce sommet, les questions de paix et de sécurité vont revenir pour voir entre les pays africains et la France ce qui peut être fait de façon concrète pour permettre aux pays africains d'avancer dans les initiatives qui ont été déjà prises au niveau de l'Union africaine pour que la région de l'Afrique soit une zone stabilisée, une zone de paix. La contribution du président du Faso est très attendue. Sa grande expérience de médiateur pour le règlement des conflits sur le continent devrait contribuer à éclairer les dirigeants du monde sur les choix qui s'imposent. Les enjeux sont nombreux. Vous savez, le Burkina est au cœur des médiations en Afrique. Et le Burkina, en tant qu'acteur principal, entend toujours contribuer pour que la paix et la sécurité soient une réalité. La contribution du président du Faso est très attendue. Sa grande expérience de médiateur pour le règlement des conflits sur le continent devrait contribuer à éclairer les dirigeants du monde sur les choix qui s'imposent. Et puis retour au Faso avec l'Assemblée nationale que l'on retrouve sur un tout autre registre, l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau. C'est la Commission des affaires étrangères et de la défense qui entre en action à travers sa mission d'information face aux chefs militaires, aux élèves officiers et au personnel d'encadrement. Les députés ont fait plus ample connaissance avec les dures réalités de la formation militaire. De Pau, les précisions de Kwame Bama et Oumarou Mogmenga. Explorer les conditions de formation et de travail des forces armées nationales, c'est ce qui a guidé la mission d'information des députés à l'Académie militaire Georges Namoiano. Avec près d'un demi-millier d'officiers formés, l'Académie génère depuis 28 ans des cadres supérieurs chargés d'animer l'institution militaire. L'immersion des parlementaires dans cette école a permis une meilleure connaissance de l'organisation et du fonctionnement de l'Académie militaire. Entre visites de salles de sport, dortoirs, cuisine, réfectoires, bibliothèques et échanges directs avec le personnel d'encadrement et les élèves officiers des 13e et 14e promotions, la Grande Muette s'exprime. La venue des députés ici nous permet de montrer ce que nous faisons. C'est un échange très enrichissant que nous avons eu ce matin avec la Commission des affaires étrangères de la défense. La garnison de Pau où est implantée la MGN, les officiers en devenir assimilent dans la discipline les fondamentaux tactiques et techniques afin de savoir pour commander, et les députés touchent du doigt les réalités de l'académie pour légiférer en conséquence.
Nous avons découvert que c'est une armée qui est en phase avec les réalités du moment. Et ensuite, nous avons vu aussi que au niveau de ces centres, nous avons aussi des femmes qui sont là, qui font le même travail que les hommes. Et je pense que l'aspect genre ici a été pris en compte. Ça nous a permis de nous rendre compte, sinon de toucher du doigt la réalité des conditions de vie des étudiants, des élèves officiers, des encadreurs. Et nous avons pu nous enquérir justement de toutes les préoccupations de tous ces encadreurs et de ces élèves officiers. Des préoccupations logistiques et infrastructurelles qui ne détournent ni le point de mire des stagiaires, ni l'ambition des autorités militaires de faire de cette école de référence une académie d'excellence. Tous les députés ont été très agréablement surpris de la qualité des programmes qui sont dispensés, agréablement surpris également de l'envergure de cette école. Nous avons plus d'une dizaine de pays représentés au sein de cette école. Une ouverture de l'académie et son professionnalisme salué et gravé dans le livre d'or par la chef de la délégation parlementaire à Pau au nom de la représentation nationale. C'est encore plus averti sur leur rôle de leadership que des femmes élues repartent à l'assaut de leur mission, celle de défendre au mieux la question du genre dans la législation, le temps d'un atelier de formation sur la maîtrise des subtilités de la communication. Les membres du caucus genre de l'Assemblée nationale ont mis à jour leurs aptitudes, le témoignage de Anna Lucie Kéré. L'atelier sur le genre s'est-il à peine achevé qu'un autre atelier de formation initié par le réseau caucus genre de l'Assemblée nationale, en collaboration avec le NDI, le National Democratic Institute, regroupait les membres de ces réseaux composés en majorité de femmes. Une rencontre axée sur la communication et l'interaction avec les médias. Car la communication, qui permet notamment d'informer, de sensibiliser et de convaincre l'auditoire, pour reprendre les propres termes de la coordonnatrice du réseau, demeure un axe stratégique dans l'exercice du pouvoir. De nos jours, elle occupe une place centrale dans les sphères publiques ou privées, politiques ou apolitiques, à but lucratif ou non lucratif. Elle est indispensable en ce que les principes qui fondent les régimes démocratiques l'imposent, faisant d'elle désormais une nécessité institutionnelle. D'où la tenue de cet atelier de formation. Les meilleurs engagements, les meilleures compétences auront moins d'impact et de résultats si le message ne passe pas, si personne ne vous écoute. Dans votre travail de leader, de parlementaire, vous allez exposer, argumenter, négocier, débattre et surtout convaincre. L'enjeu pour suivre Aminata Faye Kassé est important car face à un environnement de plus en plus exigeant, les moindres gestes et paroles sont examinés à la loupe. Le caucus genre veut, à travers cette session de formation, mieux outiller les femmes élues afin qu'elles puissent jouer leur rôle au sein de l'hémicycle et participer pleinement à la vie des partis politiques. Les délégués du médiateur du FASO, eux, seront bientôt incollables en matière de gestion de budget programme de l'État. Ainsi donc, le secrétariat technique du comité de pilotage du budget programme de l'État poursuit sa série de formations des acteurs des institutions. Ce matin, donc, c'était le tour des médiateurs, des délégués du médiateur du FASO et l'accent est mis sur la gestion axée sur les résultats. Il s'agit à terme d'assurer une gestion optimale des dépenses public. Moumouni Soubega. Après la CE, c'est au tour du médiateur du FASO de recevoir les cours sur le budget programme. Une nouvelle trouvaille soumise aux pays membres de l'UEMOA pour assurer une gestion efficiente des finances publiques. Un module a porté sur la gestion axée sur les résultats, qui est donc, j'allais dire, le cœur même de ce processus. Et nous allons donc dérouler différents éléments de ce concept, gestion axée sur les résultats, avant de nous appesantir sur le budget programme, revenir sur l'historique, les implications et surtout les défis et nos attentes vis-à-vis donc de l'ensemble des acteurs. C'est une réforme qui instaure des innovations sur le rôle des acteurs, les procédures et le mode de gestion des dépenses publiques. Les délégués du médiateur du FASO sont les principales cibles de la présente formation et la présidente de l'institution salue la démarche du comité de pilotage du budget programme. Le budget programme, c'est un outil
nouveau pour nous tous. Et nous avons besoin de nous approprier le contenu de cet outil de manière à ce que nous puissions nous aligner sur les exigences même d'obtenir des résultats au niveau de l'exécution de notre budget sur la base de notre programme d'activité. C'est en 2009 que le processus d'implantation du budget programme au Burkina a démarré et se poursuit. Pour l'heure, il est question d'outiller les acteurs sur le contenu de la réforme et de respecter l'échéance de janvier 2017, date retenue pour l'exécution du premier budget programme. Mobilisation des ressources communales, la société civile de Kaya s'implique dans la région du centre-nord. La société civile se veut désormais plus active pour l'accroissement des recettes à travers le suivi et la gestion des ressources financières. Pour joindre l'acte à la parole, elle vient d'organiser une journée dite d'interpellation et de plaidoyer à travers le thème « Mobilisation des taxes communales, place et rôle du conseil municipal et du citoyen ». Les précisions de Aboubakar Sayon. Afin de contribuer efficacement au développement de leur localité, les organisations de la société civile de Kaya ont procédé à la mise en place des structures de veille dénommées Comité de suivi à la base CSB. Objectif, travailler à impliquer les populations dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques pour s'assurer de la prise en compte de leurs préoccupations. C'est dans cette dynamique qu'elle a organisé une journée d'interpellation et de plaidoyer dont le thème est « Mobilisation des taxes communales, rôle et place du conseil municipal et du citoyen ». Nous sommes sortis ce soir encore très motivés pour la gestion de cette commune, parce que les citoyens viennent en tout cas de nous démontrer que, en ce qui concerne la gestion de la cité, en tout cas ils sont intéressés, ils font partie intégrante. Vu que nous avons le droit de siéger et d'aller assister à leur session budgétaire, nous avons vu dans leur activité et dans leur perspective, c'est vraiment à cœur de relever vraiment le niveau budgétaire de leur commune qui est en baisse. À la base de cette initiative, l'Alliance technique pour l'assistance et le développement, une association qui fait de la lutte contre la pauvreté son cheval de bataille. Pour nous, la société civile, c'est aussi d'abord des devoirs envers l'administration, envers les communautés. Et nous avons surtout un devoir de mobilisation de la communauté pour le développement. Et nous croyons que ce sont des actions qui militent non seulement à accompagner le conseil municipal, mais aussi à sensibiliser la communauté. Cette rencontre aura donc permis à la société civile de Kaya dans toute sa composante de partager ses idées avec le conseil municipal, de l'interpeller sur la gestion des taxes, mais aussi de situer la population sur les droits et devoirs des citoyens. Ont participé à la rencontre des commerçants, des artisans et bien d'autres corps de métier existants dans la commune et qui contribuent à la mobilisation des recettes au profit du budget communal. De l'eau potable pour tous au Faso en 2015, où en est le programme national d'approvisionnement en eau potable et assainissement. Avec cet engagement à 2 ans de l'échéance, les acteurs du programme font donc le point. Il s'agit d'analyser les avancées et aussi les éléments de blocage pour le futur, un futur qui devrait s'écrire après 2015 à l'aide de la feuille de route attendue de la rencontre. Le point avec Ernest Kambiré. Promouvoir l'accès de tous les Burkinabés à l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène, le Burkina Faso fait la revue à mi-parcours de ses programmes phares. Le programme national d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement à l'horizon 2015 et le plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau. Il s'agit pour les acteurs d'analyser de façon participative les performances de ces 2 référentiels pour la période de 2007 à 2012. Les comités locaux de l'eau sont là, les usagers de l'eau sont là, les collectivités territoriales sont là, les municipalités, etc. Et les partenaires techniques et financiers qui sont vraiment ceux qui nous appuient sur le plan financier et même technique dans la mise en œuvre de ces programmes. Donc tout le monde ensemble, chacun selon sa compétence, va dire ce qu'il pense faire, ce qu'il pense mettre en œuvre, qu'il faille mettre en œuvre pour que vraiment ces 2 programmes-là puissent réussir. Le défi aujourd'hui, c'est d'articuler la combinaison entre les actions prioritaires à mener dans le cadre
des deux programmes et celle à conduire dans le cadre de l'élaboration du programme sectoriel post-2015. Et à ce rendez-vous d'avant 2015, il est question de traduire en actes concrets la vision du Burkina quant à l'accès universel à des services de base durables en matière d'approvisionnement en eau potable, d'assainissement, d'hygiène et de gestion intégrée et concertée des ressources en eau. Il faut réfléchir comment arriver à avancer en termes d'eau potable, mais aussi en assainissement, en gestion d'intégrer les ressources en eau et l'hygiène. Donc nous sommes tout à fait en phase avec ce que disait Madame le ministre. Il y a sur ces 4 thèmes qu'il faut qu'on se mène les réflexions. Donc c'est un moment de réflexion stratégique. Et donc vraiment nous apprécions beaucoup la démarche du gouvernement pour élaborer un programme pour post-2015. Retenir des choix opérationnels de révision ou de recadrage des deux programmes pour 2014-2015, c'est retenir des orientations stratégiques, une feuille de route qui permettrait de sauvegarder les acquis et de garantir l'avenir du secteur eau et assainissement pour l'après 2015. Voilà donc pour le point sur l'accès à l'eau potable et à l'assainissement au Burkina Faso. Qu'en est-il des droits de l'homme? La question aux acteurs du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Le mouvement a saisi l'opportunité de la fin d'année pour faire le bilan, un bilan des actions de l'année 2013 contenu dans un rapport. À travers le document, l'on peut lire la situation des droits humains au Burkina, une situation qui n'est pas des plus reluisantes, comme nous le rapporte Evelyne Toboum Dabiri. Le rapport 2012 du MBDHP, Mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples sur l'état des droits humains au Burkina Faso, tient en 66 pages. Il comprend 5 chapitres portant un regard critique sur l'évolution du processus de démocratisation en cours au Burkina Faso. Les droits humains au Burkina souffrent encore de quelques handicaps s'exprimant sous forme de déficits majeurs. Vous avez d'abord des déficits sur le plan des droits politiques et civils, marqués notamment par une très forte concentration du pouvoir, une non-indépendance de la justice, une manipulation des textes, notamment le 37 de la Constitution dont on parle tant. Au niveau des droits civils et politiques également, ce qui est déplorable et ce sur quoi nous mettons encore l'accent au niveau de ce rapport-là, c'est l'obstination à refuser le principe des candidatures indépendantes. Si quelques libertés ont été acquises selon le président du MBDHP, beaucoup reste à faire. Il y a quand même des conquêtes que nous avons pu mener et qui nous ont permis d'arracher des espaces de liberté. Au Burkina Faso, autour de la question des droits humains et du processus de démocratisation, il y a encore des efforts à faire. Des recommandations sont alors adressées à l'État. Elles portent entre autres sur le principe d'indépendance de la justice, celui des candidatures indépendantes aux élections municipales et législatives, une meilleure répartition des bénéfices tirés de l'exploitation minière au Burkina Faso et l'amélioration des conditions de détention des prisonniers. Une remise symbolique du rapport à différentes structures étatiques, à des ambassades et à l'Union européenne a eu lieu. L'administration burkinabé épinglée sur le tableau de la corruption, ce sont les limiers de l'autorité de contrôle d'État qui révèlent l'affaire mauvaise pratique dans les procédures de passation des marchés publics. Par exemple, laxisme généralisé dans les procédés, malversation financière et la liste des contrôleurs est longue. Le point de Karim Namouano. Henri Bruno Bessin et son staff, face aux hommes de médias, le rituel est encore respecté. Le rapport général annuel d'activité 2012 de l'autorité supérieure du contrôle de l'État est disponible et le contenu est clair et lisible. Sur 546 rapports reçus en 2012, 51 présentent des cas de malversation. Plus de 700 millions de francs CFA ont été détournés ou manquent à la caisse. Et sur l'ensemble des rapports de contrôle de 2008 à 2011, le montant total des malversations recensées est d'environ 5 milliards de francs CFA. Seuls 44 243 557 francs CFA ont été recouvrés. Il y a des ordres de recettes qui ont été émis à l'encontre de certains agents et fonctionnaires qui devaient de l'argent à l'État. Et vous savez, il y a des procédures qui sont là. Il y a les dossiers en justice où les montants sont parfois élevés. Tant que ces dossiers ne sont pas vidés, il va de soi que le montant va rester toujours consistant.
Les dénonciations ou plaintes par ministère placent au premier rang le ministère de la Santé pour non-respect de la déontologie et pour cause de vente de médicaments, suivi du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et de la sécurité pour raison de gestion foncière illicite. En 2012, l'autorité supérieure du contrôle d'État, ASE, a saisi la justice pour 2 dossiers pour détournement de deniers publics et 17 dossiers sont en cours de traitement. Dans la perspective du renforcement de la bonne gouvernance, l'ASE envisage le renforcement des mesures de prévention et de lutte contre la corruption et l'amélioration de la gestion publique. Action de reconnaissance pour l'école primaire de Louaga. De 1963 à nos jours, c'est près de 3000 jeunes que l'école primaire a sortis de l'analphabétisme. À la fête des 50 ans de l'école, les reconnaissances pour le chemin parcouru l'ont emporté sur les lacunes. Anciens comme nouveaux se sont promis de faire mieux pour les années à venir. Sur le cérémonial de la célébration, le point de Isaïe Parkouda et Bouma Ernest Nebi. L'école primaire catholique de Louaga célèbre son jubilé d'or ce jour 30 novembre. 50 années de scolarisation, bilan et perspective est le thème de cette célébration. Autorités politiques, religieuses et coutumières ont marqué leur présence à la cérémonie. L'évêque de Wayouya salue l'initiative de l'Association pour le développement économique et social de Louaga, DSL, qui rassemble les filles et fils de la localité. L'Église jouera son rôle en contribution avec la nation tout entière pour que nos enfants soient éduqués et deviennent vraiment des citoyens respectueux de la nation, bâtisseurs de la nation. Merci à tous et que le Seigneur fasse que ce que nous avons pu rendre comme hommage aux uns aux autres, cela donne du courage à ceux qui sont toujours à l'œuvre afin qu'ils puissent éduquer nos enfants. Le premier instituteur de l'école a été élevé au rang de chevalier des palmes académiques à l'occasion. 50 ans après la création de l'école, le bilan est jugé positif. L'école de Louaga, à l'heure actuelle, donne une grande fierté. Nous avons des sentiments de fierté, de joie, parce que 50 ans, ce n'est pas 50 jours. Et durant ces 50 années, ce qu'on a enregistré comme résultat donne une satisfaction totale. Les anciens élèves se disent fiers de cette école. C'est un grand jour pour moi. De fêter le cinquantenaire de l'école de Louaga, qui nous a vu grandir, qui nous a éduqués, qui nous a formés. Et aujourd'hui, nous sommes très très fiers. Aujourd'hui, l'école primaire catholique de Louaga a maintenant 6 classes. Pour satisfaire l'offre éducative, l'école a besoin d'équipements en matériel pédagogique, de nouvelles classes et une clôture pour garantir la sécurité des enfants. En sport, football, c'est le coup de sifflet final pour la Coupe Jeunesse Unie de Kari. La 5e édition a débuté le 9 mars dernier et a concerné 10 équipes. La finale a opposé Bonsan et Nyenkui et c'est la deuxième cité qui l'emporte par 2-1. On revoit ensemble les moments marquants de l'opposition jouée à Kari dans le Tui avec Yakuba Ouedraogo. Cette année, nous avons choisi les députés Théodore Sawadogo Zambende, qui n'est plus à présenter ici. C'est avec un grand plaisir que j'ai marqué mon accord, sans hésiter, essentiellement pour 3 raisons. La première, c'est que cette coupe n'est pas étrangère, d'autant plus que j'ai eu à la soutenir. Deuxièmement, en tant que député élu national. Donc, nous répondons présent là où le devoir nous appelle. Et troisièmement, enfin, en tant qu'ancien président de la Fédération de football, vous comprendrez que tout ce qui touche à ce domaine m'intéresse à plus d'un titre, surtout les compétitions organisées à la base, car j'estime que c'est par là que la construction de notre football doit commencer. Justement, la base ici, c'est Kari, où nous sommes samedi 30 novembre 2013 pour la finale de la 5e édition de la Coupe Jeunesse Unie. Un 5e acte qui bénéficie du soutien des fils de la région. Bognessan Arsenier, ministre d'État chargé des relations avec les institutions et des réformes politiques, et le ministre Toussaint Abel Koulibaly de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, présent pour dire oui à l'esprit de cohésion sociale que prône ce tournoi. Sur l'aire de jeu, c'est l'équipe de Bonsa en blanc et celle de Nyekui qui se lance dans la chasse au trophée. Le match est très engagé dès les premières minutes et chacune des 2 formations
manque de peu l'ouverture du score. À la pause, aucun but n'est inscrit. Peu après la reprise, les Blancs de Bonsa prennent une option sérieuse pour le titre par l'entremise d'Issaka Barry. Les Verts de Nyeku ne paniquent pas pour autant. Ils déroulent leur jeu et finissent par obtenir l'égalisation sur ce coup de pied arrêté. Galvanisé par cette réalisation, Nyeku retrouve de nouveau le chemin des filets 4 minutes après par le biais de Yakuba Ouedraogo qui offre la victoire aux siens. Pour sa deuxième place, Bonsa reçoit un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe financière. 5e champion de la Coupe Jeunesse Unie de Kari, Nyeku ramène un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe financière en plus du trophée.